Alright, bienvenue à l'autre monde. On se laisse maintenant. Attention, marche au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Ah, il y a c'est aussi on va retrouver sur la balade sur un anneau. C'est chier d'histoire et puis de se mettre en action. Il s'agit de voir qu'il y a possibilité d'un autre monde. Bienvenue, chers auditeurs, dans cette cyber-revue de presse qui se nomme L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Nous en sommes à l'édition du 13 février 2012. Et oui, alors c'est la première de L'Autre Monde depuis le retour des vacances du temps des fêtes, de Noël et du jour de l'an. Alors, ça fait quoi, 2 mois déjà? Donc, vous ne rêvez pas, la mission est bel et bien revenue en onde. Je vous remercie de votre sincère patience. J'ai eu 2 mois extrêmement mouvementés pour plusieurs raisons. Bon, je n'étalerai pas tout ma vie privée ici sur l'émission, mais écoutez, ça a été extrêmement mouvementé. Donc voilà, j'étais dans l'impossibilité de vous revenir en ondes plus tôt, mais nous sommes bien au poste. Alors évidemment, un tas de trucs s'est produit d'ici ce temps-là, en fait depuis ce temps-là, devrais-je dire. Et puis nous allons essayer de parler cette semaine et puis dans les semaines qui vont venir des événements les plus importants là, qui se déroulent sur la scène mondiale. Alors évidemment qu'il y a énormément beaucoup très d'événements importants qui se passent. Je manque d'adjectifs. Écoutez, c'est extrêmement mouvementé. Puis ce sont des trucs très importants qui se passent. On est en train d'écrire une page importante de l'histoire. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais réellement là, on est en train de passer un moment clé, charnière de l'histoire de l'humanité, et puis les choix qu'on va faire vont avoir une grande influence, beaucoup de conséquences sur le futur à court, moyen et long terme, dirais-je. Alors voilà, donc cette semaine, nous allons toucher à plusieurs sujets que nous avons sur la table, sur le bureau. Alors, nous allons essayer de parler de tout ceci. Alors, vous savez, si vous êtes des fidèles de l'émission, que même avec 2 heures, on a de la misère à couvrir tout ce qu'il y aurait réellement là, à discuter. Mais il y a des trucs très importants, dont ce qui se passe au Japon avec Fukushima et puis cette catastrophe nucléaire de proportions inégalées. Réellement, c'est le pire accident nucléaire de toute l'histoire de l'humanité réellement. Et puis, curieusement, comme je l'ai souvent noté dans le passé, les médias n'en rapportent presque rien. Réellement, c'est épeurant de voir ça. Comme si Fukushima n'existait même pas, réellement, comme si ça s'était même pas produit. Alors qu'on a des développements extrêmement alarmants de semaine en semaine qui continuent de se produire. Alors, je vais vous donner plus de détails sous peu. Nous allons aussi nous diriger vers la région du Moyen-Orient.
et Proche-Orient où on va discuter de la Syrie, l'Iran, la Libye, et puis tout ceci étant connecté avec l'OTAN, les États-Unis, évidemment, Israël. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi de la situation préélectorale aux États-Unis, dont particulièrement Ron Paul, qui est carrément censuré, tassé par l'establishment, par les grands médias de la scène. Réellement, c'est incroyable. On parle carrément de fraude électorale, encore une fois, depuis l'an 2000. Cette histoire des machines à voter électroniques et puis de la fraude électorale est endémique. C'est réellement une situation très grave. On peut plus parler réellement de démocratie aux États-Unis quand on n'est même plus capable de certifier et puis d'approuver sans faille le système électoral et puis de vote. Alors, on a un grave problème de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi le dossier d'économie et puis du refroidissement climatique qui continue de se développer de semaine en semaine réellement. Donc, beaucoup de trucs comme ça, comme à l'habitude, là, sur l'émission. Alors, voilà, donc nous, on va commencer, comme je vous disais un peu plus tôt, avec le dossier très particulier de Fukushima. Alors, ça, c'est un dossier qui continue d'évoluer, comme je vous disais, et puis malheureusement, dans les médias, on refuse de vous en parler catégoriquement, et puis on prétend que finalement, il n'y a absolument rien qui se produit là-bas. Alors qu'on a des développements qui sont réellement très inquiétants. De quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, on va commencer avec il y a déjà 5 semaines de cela. Alors, on va faire rapidement là un peu une chronologie. Là, on va remonter vers la fin décembre et puis se diriger vers le moment où on en est là au mois de février. On a découvert ici un article qui parle que le plutonium de Fukushima a maintenant fait le tour de la planète. Alors ça a été publié c'est une étude là qui a été publiée dans le journal de la radioactivité environnementale qui confirme que les retombées radioactives du désastre nucléaire de Fukushima ont atteint l'Europe, la Lituanie, puis ceci inclut le plutonium. Ensuite, il y a des événements qui se sont déroulés aussi. Ça fait 5 semaines de ça. Vous savez, on est rendu quasiment à la date d'anniversaire de la première année de cet événement. Donc, ça fait presque 1 an maintenant que Fukushima s'est produit. Et on a continué de voir une quantité phénoménale de tremblements de terre qui ont secoué l'île du Japon et particulièrement là, très proche et directement même en dessous du complexe de Daiichi, Fukushima Daiichi, alors où c'est produit cet accident nucléaire de proportions là, réellement très 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 grave. Et puis, écoutez, chers amis, il se trouve qu'il y a eu des secousses de tremblements de terre sous le complexe de Fukushima. On a des informations qu'il y a eu des tremblements de terre de l'ordre de 4.2 sur l'échelle de Richter et puis ça a été rapporté par la USGS qui, en fait, elle n'avait pas ça sur ses sites. Et alors que dans les livres de Fukushima, eh bien, on avait ces tremblements de terre. Alors, il y a eu plusieurs conversations. On a vu des caméras à TEPCO qui ont manqué et puis qui, quand ils sont revenus, eh bien, on avait des lumières très 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 fortes qui venaient du réacteur numéro 4 qui était dans un stade très critique. Il y a pendant quelques jours au début du mois de janvier. Et puis vous avez aussi TEPCO qui a renvoyé des courriels d'urgence aux médias concernant justement ce stade critique là, du réacteur numéro 4 après justement la nouvelle année. Alors on a eu des niveaux de l'eau qui sert au refroidissement qui ont diminué à cause de l'évaporation de celle-ci. Qui normalement prenait 3 heures pour diminuer de 50 mm, alors qu'entre 2 heures et 5 heures de cette journée-là, au début du mois de janvier, elle avait descendu de plus de 240 mm à l'intérieur de 3 heures. Alors,
pour vous faire une histoire courte avec de ça, écoutez, après un tremblement de terre, on a eu des retombées radioactives de Fukushima. Alors ça s'est produit entre le 2 janvier et le 3 janvier 2012, et puis on a eu des enregistrements de 558 becquerels par mètre carré de césium 134 et 137. Alors que les retombées totales de Fukushima au mois de novembre étaient seulement de 347 becquerels par mètre carré pour 30 jours. Alors vous savez, donc on a eu quasiment le double des retombées en seulement 2 jours au mois de janvier, qu'on en a eu au total au mois de novembre au complet. Donc, vous voyez là qu'il s'est passé quelque chose à Fukushima, et puis certains ont suspecté avec plusieurs évidences à l'appui qu'on aurait peut-être assisté à des explosions souterraines ou une certaine réaction nucléaire. On ne sait pas trop en réalité, mais sous les réacteurs, probablement à cause de ce corium, de ce matériel fondu là, qui est rentré en fusion, qui maintenant est en train de s'écouler, maintenant que ça fait évidemment plusieurs mois que ce matériel-là n'est plus réellement en fusion, il faut se comprendre, mais sauf que avec l'eau qui circule, qui sont dans les sous-sols de ces centrales-là, de ces réacteurs, qui sont, on parle évidemment le combustible des réacteurs nucléaires qui se sont introduits, en fait, qui sont sortis des vaisseaux en fait, de la capsule qui enferme ce combustible-là dans les réacteurs, s'est échappé de ça. On parle d'un melt-out, melt-through puis un melt-out. Alors, on se retrouve avec du corium qui est probablement à l'extérieur du réacteur nucléaire et qui se retrouve carrément sur la dalle de béton dans les sous-sols, et puis qui est en train de rentrer en réaction avec de l'eau et puis de toutes sortes de trucs. Alors, on aurait possiblement eu une de ces réactions-là. Et puis d'ailleurs, vous avez les niveaux de césium qui ont augmenté de façon très très pointue, très subite après ces tremblements de terre de la nouvelle année. Et on en a mesuré jusqu'à Chiba et d'autres villes tout autour, même jusqu'à Tokyo. Donc on se retrouve avec une situation assez particulière avec le réacteur numéro 4 qui ne contient plus d'eau. On avait évidemment les crayons de combustible qui bouillaient à ce moment-là, le 1er janvier. Le réacteur numéro 4 qui ne peut plus contenir d'eau. On a aussi réussi à faire un trou dans le réacteur numéro 2, et puis on a trouvé des niveaux de radioactivité extrêmement élevés. Donc, écoutez, il y a des milliers de ces crayons de combustible dans le réacteur numéro 4. Et là, on se retrouve avec une situation là qui continue à se dégrader très rapidement. Ça, c'était dans la 5e semaine. Alors, vous avez trouvé là un tas d'articles qui vont parler et documenter ces cas-là. On parle ici, écoutez, probablement un cercle de 250 kilomètres qui pourrait être évacué si le combustible de la fameuse piscine et puis du réacteur numéro 4 venait qu'à fondre. Alors vous avez cette piscine qui est en train qui ne contient plus finalement son eau et qui est en train de verser sur le côté. Alors ça, c'est une situation qui est très grave. Vous devez comprendre qu'on a 1535 assemblages de crayons de combustible. Ça, c'est un scénario qui est très catastrophique. Dans le cas, on se retrouvait avec la fameuse piscine de combustible utilisée là, qui était dans le bâtiment numéro 4. Et on risque de voir ce truc-là soit s'écrouler sur le sol ou de se réchauffer à un point critique parce que, chers amis, on n'est plus capable de refroidir ce matériel-là, étant donné que on n'est pas capable de le contenir. Alors, vous comprenez la situation, on n'est pas capable de contenir l'eau pour refroidir le combustible. Et puis rien ne va plus à Daiichi. D'ailleurs, ça c'est cette semaine qu'on apprend ça. Il y avait le gouvernement du Japon qui avait décrété un arrêt à froid. Alors il y a quelques semaines, on avait dit oui, là, tout va bien à Daiichi, Fukushima. On a opéré un arrêt à froid. Et puis pas longtemps après que le gouvernement japonais et puis TEPCO ait déclaré une telle affaire, on se retrouve encore en face d'une catastrophe incontrôlable.
Depuis début janvier 2012, l'inquiétude grandit à nouveau car la température monte et puis malgré une injection d'eau beaucoup plus importante dans le réacteur numéro 2, la température pourrait atteindre aujourd'hui, selon le Fukushima Diary, 90 degrés Celsius. Et puis, on doit savoir qu'un arrêt à froid, selon les autorités japonaises, n'a lieu qu'à partir du moment où la température est inférieure à 80 degrés Celsius. Alors, on a les autorités locales de Fukushima qui demandent à TEPCO de fournir des informations heure par heure, preuve que l'inquiétude est vive dans cette montée de température brusque. Alors, on a d'ailleurs aussi selon Ioraki Koide de la NSC, qui est la Commission de sécurité nucléaire japonaise, qui procéderait actuellement à la distribution de pastilles d'iode stables auprès de la population non évacuée située dans un rayon de 30 km, voire 50 km autour de la centrale accidentée. Donc, il semble qu'une brusque montée de la radioactivité ait précédé cette montée de température. Donc, la situation redevient donc critique à Fukushima. Mais ce n'est pas que l'unité 2 qui a des soucis. Vous avez l'unité 3 qui a montré des signes extérieurs d'activité, comme un panache de fumée ou de vapeur qui s'élève au-dessus de la ruine le 7 février 2012. Et puis, vous avez des vidéos dans un article que je vous invite à aller trouver. D'ailleurs, il va être à la une de Sans Papier aujourd'hui même, en ce lundi, qui s'appelle Ça chauffe à Fukushima. Alors, allez voir les vidéos qui sont disponibles. Vous allez voir les montées de fumée qui s'échappent. Et puis ensuite, on voit l'unité 4 avec sa piscine qui fuit, a fait aussi une belle démonstration de réchauffement subi le 6 février 2012. Alors, vous avez différentes sources à aller visiter. Donc, vous voyez le réacteur numéro 2 de Fukushima Daiichi qui chauffe de plus en plus, approche de la limite fixée par les Japonais pour l'arrêt à froid. Donc, on voit que la température de l'unité du réacteur numéro 2 n'est toujours pas maîtrisée par TEPCO comme prévu. TEPCO stoppera son dernier réacteur nucléaire encore en production le 26 mars d'ailleurs. Un tas de liens à les consulter. Ensuite, vous avez des nouvelles fuites qui sont apparues un peu partout là sur le réseau de refroidissement. Donc, vous voyez là, on a une situation qui s'en vient de plus en plus hors de contrôle. Donc, allez voir ça, là, ça vaut la peine de constater ces trucs-là par vous-même. Vous allez avoir plusieurs articles que je vais mettre en ligne pour vous. On a en Lituanie où on a trouvé des radionucléides qui probablement on pensait en réalité qu'elles venaient de Tchernobyl, mais qui venaient en réalité de Fukushima. Et puis, écoutez, là, ça déjà, ça fait déjà pas mal de nouvelles que les grands médias auraient dû vous rapporter, mais ne l'ont pas fait. Ensuite, écoutez, on a trouvé d'autres trucs assez spéciaux. On a retrouvé des résidus jaunes métalliques. Alors, on parle ici de fort possiblement là, de ce combustible nucléaire qui est en train de s'échapper tout simplement des bâtiments de Fukushima. Il se retrouve autour. Donc aussi vous avez de plus en plus d'articles qui parlent des gens qui perdent leurs cheveux, on parle d'animaux, des oiseaux qui naissent déformés, ça commence là, vous allez voir là des maladies qui apparaissent, on a retrouvé des problèmes chez la thyroïde de plus de 30% d'enfants dans une des villes proches de Fukushima. Écoutez, c'est assez particulier là, vous allez voir ça. On a trouvé aussi une sorte d'animaux marins qui ont été retrouvés morts proche de l'île de Vancouver. Ça a été apporté par un océanographe. Alors, on parle d'animaux là, qui semblent être affectés par toute cette situation. Alors, ça aussi, ça va être évidemment à suivre. Donc, voilà, on va y aller maintenant dans la semaine 43. Alors là, je venais de vous passer en revue la semaine 42 ici. Vous avez les résidents de Fukushima qui ont senti plusieurs tremblements de terre qui ressemblaient à des explosions souterraines qui n'étaient pas ressentis comme étant des tremblements de terre normaux. Alors, plus d'informations par rapport à ça. Écoutez, vous avez étrangement d'ailleurs aussi des pics de radioactivité à Fukushima jusqu'au Japon, en même temps que ces fameux tremblements de terre qui semblent être des explosions souterraines. Assez particulier, vous avez des parties du béton sous la piscine de combustible utilisé. Numéro 4 qui sont en train de tomber sur le sol. Alors la piscine qui est en train de s'écrouler réellement, de se défaire.
Vous avez un article ici qui s'appelle Jour 308. On est passé déjà ça, là, mais c'est l'article lorsqu'il a été publié. On était rendu au jour 308. Aux États-Unis et Canada, Europe, les radiations qui viennent de Fukushima. Alors, vous avez des cartes et puis des vidéos à les consulter. Vous allez voir les retombées qui réellement retombent un peu partout à travers la planète. Donc, vous avez vraiment des articles là, assez particuliers. Vous avez un autre ici du NRC dans un courriel du mois de mars qui disait que les parois, les murs de l'unité numéro 4 de cette piscine de combustible utilisé s'étaient effondrés et puis qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Alors, vous voyez que réellement on fait face à une situation réellement là, très grave. La température à ce moment-là qui avait plus de doublé avait atteint 100 degrés Celsius. Alors, on dit qu'il y a une très basse possibilité de recriticalité. Alors, on parle de réaction nucléaire ici. On ne veut pas croire à cela, alors qu'on a toutes les évidences qu'il se passe évidemment quelque chose dans ces réacteurs. Un autre avocat ici japonais qui déclare, lui, pas un avocat en réalité, c'est une personne du gouvernement, lui qui a déclaré que le gouvernement, il est possible que le gouvernement cache des récentes explosions au réacteur numéro 4. Alors, vous avez toutes les sources ici à consulter. Alors, c'est vraiment inquiétant de voir ça. C'est une des choses là, qui ressortait particulièrement de ces dernières semaines. On dit ici, vous avez des tweets de Fukushima qui disent que les tremblements de terre récents étaient ressentis comme étant quelque chose de différent que de la normale. Et puis, pas à dire s'il y en a bien qui savent c'est quoi que c'est qu'un tremblement de terre, c'est bien les Japonais. Donc, vous avez une série d'articles comme ça là, qui sont à consulter. On parle ici aussi de plusieurs employés de TEPCO qui sont transportés à l'hôpital. Certains reçoivent des traitements, certains d'autres non. Une chose qui est certaine, c'est que ces gens-là sont dissimulés des médias. Alors, peu importe ce qui arrive aux travailleurs de TEPCO, qu'ils meurent ou qu'ils soient largement contaminés, qu'ils sont malades, on n'en parle pas du tout. Alors, on parle ici, on parle d'un nuage radioactif qui a été détecté en Australie. Alors, vous voyez que réellement, ça se ramasse un peu partout, là. Ensuite, attendez un peu, je vais regarder ça. Là, on va sauter à la semaine 44. Alors, dans la semaine 44, qu'est-ce qu'on avait? On avait un autre article ici qui parle de ces radiations de Fukushima qui s'étendent à la planète en entier. Alors, ça, c'est l'université de Berkeley en Californie qui a détecté des niveaux de césium dans le lait de la région de San Francisco au-dessus des limites de l'EPA et qui était même plus élevé qu'il y a 6 mois. Alors, vous avez aussi la télévision publique finlandaise qui a déclaré que le césium de Fukushima avait été détecté dans le lichen et puis les champignons et même dans les bois des cerfs et puis des chevreuils et ainsi de suite. En Finlande, en Australie, ben vous avez la Radiation Protection and Nuclear Safety Agency qui a confirmé qu'un nuage de radiation avait atteint la côte est de l'Australie. Vous avez la côte ouest du Canada aussi qui est en train de recevoir les débris du Japon. Alors, les débris du fameux tsunami qui emporte depuis ce temps-là des débris hautement radioactifs à travers l'océan Pacifique qui est en train d'atteindre maintenant la côte ouest du continent nord-américain. Alors, ça aussi, ça a été des nouvelles qui ont fait la manchette dans les réseaux qui sont bien informés sur ce qui se passe à Fukushima. On dit ici que les officiels américains, canadiens et japonais ont planté un coup de couteau dans le dos, ont finalement trahi leurs citoyens par le fait qu'ils ont caché ces fameuses radiations. Ceci revient en fait à tout simplement là, une agression ou un meurtre contre ses propres citoyens. Alors au lieu d'admettre qu'on avait un problème assez sérieux à cause de ces retombées radioactives de Fukushima, on a tout simplement refusé de faire les tests, on a tout simplement caché toutes ces données-là. Et puis, écoutez, seulement quelques mois plus tard, on est en train d'avouer finalement qu'on avait une situation qui était beaucoup plus grave que celle qui était affichée, si vous voulez, par les officiels de nos pays. On parle de cancer de la thyroïde ici qui continue d'augmenter. Écoutez, ça c'est des cas de cancer de la thyroïde qui ont plus de doublé depuis 1997 aux États-Unis.
Écoutez, on parle de l'eau du sous-sol, la nappe phréatique qui est contaminée avec des radiations, puis d'autres produits cancérigènes qui sont en hausse. C'est de nouvelles informations qui ont été relâchées par la US National Cancer Institute qui estime que 56 460 personnes vont développer le cancer de la thyroïde en 2012 et puis 1780 vont en mourir. On dit que ceci est en hausse fulgurante. Là, en 1997, on avait 16 000 de ces cancers de la thyroïde. Alors, on parle d'une augmentation de plus de 253% en 15 ans, alors que la population américaine n'a augmenté que de 18% pendant cette période de temps. Donc, voilà, écoutez, toutes sortes de trucs comme ça. On parle de ces fameux mouchoirs aussi qui pourraient... en fait, on a trouvé des mouchoirs qui ont été trouvés ça s'appelle Bed Bath and Beyond. Alors c'est une compagnie qui fournissait des genres de mouchoirs et puis ces trucs-là étaient malheureusement contaminés par des radiations. Et puis combien de radiations exactement? Ben écoutez, on disait que de se tenir proche de ces dispenseurs de mouchoirs pour plus de 30 minutes par jour était l'équivalent d'être exposé à 2 rayons X de la poitrine à chaque année. Alors, écoutez, c'est quand même assez incroyable, là. Donc, on a des pics qui sont enregistrés depuis le début de cette catastrophe nucléaire, des pics de retombées de césium à Fukushima et puis un peu partout à travers le monde. Alors, vous allez trouver énormément de nouvelles qui font état de cela. Ensuite, on va sauter à la semaine 45. Alors, on approche de notre semaine où on en est. On est rendu à la semaine 46, nous. Alors, on parle ici, ça c'est Associated Press qui parle de l'intégrité du réacteur numéro 4 du fameux bâtiment qui était très inquiétant selon plusieurs experts. On parle d'une possibilité de l'effondrement de cette piscine de combustible utilisé. Ceci pourrait être évidemment beaucoup pire que les 3 fusions des autres réacteurs. Pourquoi? Ben parce que ce truc-là contient des tonnes, en fait, environ 1500 tonnes de combustible nucléaire, alors que dans les réacteurs, normalement, on n'en contient que quelques dizaines de ces fameux crayons de combustible, alors que dans cette piscine, on en a quelques milliers. Alors, vous voyez que si ce truc-là est pour foutre le camp à terre, eh bien, on va se retrouver avec une situation du jamais vu sur la planète Terre. Là. Je veux dire, c'est certain que le Japon va être condamné et puis on va avoir un sérieux problème pour le futur, chers amis. Ensuite, ben, vous avez les fameux filtres à air EPA en Californie. EPA, les fameux filtres EPA, c'est des filtres très très performants là, qui filtrent l'air à l'ordre de quelques microns. Alors, c'est fait pour filtrer même jusqu'à les moisissures et puis la suie et ainsi de suite. Et bien, vous avez de ces fameux filtres à air en Californie qui ont enregistré des niveaux de radiation 538% au-dessus de la normale. OK, donc des niveaux de 351 à 538% au-dessus des niveaux environnants, si on veut, le background levels. Alors ça a été des tests qui ont été conduits par Enviro Reporter qui ont montré qu'on avait des taux bien plus élevés que les radiations normales environnantes et que ceci est fort probablement en provenance du désastre nucléaire de Fukushima. Alors évidemment que ça prouve que la planète entière a été vraiment touchée par ça. On a aussi de ces fameuses conduites d'eau qu'on a installées pour opérer le refroidissement de ces fameux réacteurs qui a gelé à certains endroits durant l'hiver. On a au-dessus de 8,5 tonnes d'eau radioactive qui a fui de la centrale nucléaire de Fukushima. Donc, ces gens-là à TEPCO n'ont pas bien hiverné, en fait, là, j'ai un terme pour ça, je pense que c'est hiverner, en tout cas, c'est mettre en fait des des produits qui empêchent les liquides, en fait, et l'eau de geler durant l'hiver. Alors,
des trucs là, qui sont nécessaires pour faire en sorte que l'eau ne gèle pas dans les conduits et puis prendre l'expansion et les fasse éclater. Alors, ceci a été mal fait par TEPCO et puis on a eu plusieurs fractures comme ça de conduits d'eau et puis, ben écoutez, chers amis, ça a fait en sorte qu'on a eu plus de 8,5 tonnes d'eau radioactive qui s'est répandue. Alors, c'est pas des farces quand on vous dit que ça va pas bien là-bas, ça va vraiment pas bien. On a même aussi un phénomène sans précédent qui découle du fait qu'on a utilisé de l'eau salée dans les réacteurs de Fukushima qui ont formé des nouveaux composés d'uranium qui sont capables de voyager à longue distance, en fait, de se déplacer sur de longues distances. Donc, voyez, là, c'est aussi des trucs qui sont nouveaux, en fait, qu'on n'a jamais rencontrés avant. Et on se retrouve avec des composés nouveaux d'uranium qui semblent prendre encore plus de temps à se décomposer et qui semblent maintenant se déposer dans le fond des océans. Donc, il n'y a absolument aucune donnée sur la rapidité à laquelle ces groupes de peroxyde d'uranium vont se briser, en fait se défaire dans l'environnement et puis se décomposer. Donc, toutes sortes de trucs comme ça. Vous avez TEPCO qui a annoncé aussi que la radiation émise par Fukushima est 70 millions de becquerels par heure. Alors, ceci est en augmentation. On avait 12 millions le mois dernier. Alors, vous voyez que on a un grave problème. Ça fait suite aussi aux fameux tremblements de terre dont je parlais un peu plus tôt, là, qui se sont produits au début janvier. Donc, vous avez TEPCO qui admet d'ailleurs que les niveaux de radiation de Fukushima sont en augmentation. Vous avez un opérateur de Fukushima qui a admis qu'on avait plus de 20% d'augmentation dans ces radiations. Ça a été rapporté par GG Press, une des sources de nouvelles les plus importantes au Japon. Vous avez la Tokyo Electric Power Corporation, donc TEPCO, qui a rapporté une augmentation du matériel radioactif qui s'échappe des réacteurs endommagés de Fukushima. Donc, vous voyez là une situation absolument alarmante là. Donc, on a aussi des situations de problèmes de réacteurs nucléaires aux États-Unis. D'ailleurs, très récemment, la semaine passée, je me rappelle bien, sur la côte ouest américaine, aussi dans le coin du Michigan. Alors, vous voyez là, c'est vraiment pas une situation particulièrement intéressante là, ce qui se passe. Donc, d'autres tremblements de terre, vous avez une augmentation ici, vous avez des graphiques là, vraiment assez énervants. Là. Vous allez voir des hausses, là, des pics de doses de radiation à travers la région de Tokyo qui ont augmenté suite au fameux tremblement de terre dont je parlais, qui a augmenté énormément, là, je veux dire. Donc, ça, c'est bon pour la semaine 45. Écoutez, il y en a énormément. Là. Je veux dire, j'ai 58 pages de liens là, pour vous dire dans chaque semaine. Là. Et puis là, on arrive à cette semaine. Cette semaine, écoutez, ça continue. Un article très grave ici. C'est proche de la rivière Columbia à Washington. Je pense que c'est dans l'État de Washington, si je me rappelle bien, si je comprends bien. Attendez un peu, je vais essayer de voir ça. Ça s'est passé, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement. Écoutez, j'ai la misère à le trouver. Là, on dit à Washington, c'est parce qu'il y a l'État de Washington puis il y a la ville de Washington, mais je pense que c'est dans l'État de Washington. Anyway, écoutez, on a retrouvé plus de 89 sieverts par heure qui a été mesuré dans le sol proche de la rivière Columbia. Et puis, on parle ici de la pire contamination. Seulement que quelques mètres à peine de la nappe phréatique. Et puis 89 sieverts, rappelez-vous que 4 sieverts est fatal après quelques minutes d'exposition. Alors, j'imagine que vous n'avez pas trop entendu parler. Ça, c'est les officiels de Hanford qui sont aux prises avec ce problème-là. Alors, vous voyez que ça va pas mal, pas juste à Fukushima. Vous avez un thermomètre qui, on parlait de ces hausses de température-là un peu plus tôt, là, au début de l'émission, là, quand je parlais, c'est en train de se passer à Fukushima en ce moment même.
Ensuite, vous avez un article ici qui parle des réacteurs nucléaires de Fukushima qui sont dans une autre fusion, apparemment encore. Ensuite, vous avez les plus hauts niveaux de césium radioactif qui ont été détectés dans le lait de la région de San Francisco en août 2011. On parle qu'on est maintenant à 150% des maximums limites de l'EPA. On dit que la population des enfants, c'était rapporté par un journaliste de la ABC, qui parle que la population d'enfants de Fukushima a diminué de 6% depuis le désastre nucléaire. C'est une situation des plus significatives et puis qui est complètement absente de la scène médiatique. Donc, vous avez le Chinois qui rapporte qu'on a de l'iode 131 radioactif qui a été détecté en Autriche. Donc voilà, ça continue. C'est très grave ce qui se passe. Les températures continuent d'augmenter. Alors, on n'a pas vraiment d'arrêt à froid tel que déclaré par les autorités japonaises et puis TEPCO. On a des radioactivités qui sont détectées un peu partout, proche des écoles, à Tokyo. Vous avez, selon Bloomberg, TEPCO qui aurait injecté de l'acide borique pour prévenir une recriticalité dans le réacteur numéro 2. Alors, vous voyez que on dit qu'il n'y a pas de problème, on est en arrêt à froid, alors que on pose des gestes concrètement qui prouvent tout le contraire, qu'on est en face d'une recriticalité dans différents réacteurs de Fukushima, ce qui veut dire que on est en train d'assister à d'autres réactions nucléaires non contrôlées. Donc, situation des plus préoccupantes, chers amis. Voyez plusieurs photos, des vidéos, on voit de la vapeur, de la fumée qui augmente, qui sortent du complexe de différents endroits. Vous avez la température qui a doublé dans la piscine de combustible utilisé numéro 3. On parle de 70% de plus à numéro 6 aussi. Donc, vous voyez là, écoutez, je sais pas quoi dire, là, je manque de mots, là, réellement, là, c'est vraiment une situation absolument déplorable. Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux ce qui se passe là-bas. Vous avez plusieurs cartes ici. On voit de l'eau de mer radioactive, là, l'impact que ça a eu dans l'océan, c'est que ça s'est répandu. Vous avez un journaliste japonais qui lui déclare que le gouvernement de Fukushima est en train de domper des tonnes de boue radioactive qui proviennent de la décontamination du site de Fukushima dans la rivière durant la nuit. Alors, ça va pas bien au Japon, chers amis, ça va pas bien au Japon. Vous avez les plus hauts taux de radioactivité qui ont été détectés à Aichi depuis le 14 mars. Ça, c'est dans la région du Grand Tokyo. Aussi, dans ces régions-là aussi, ça a augmenté énormément. Donc, on est au mois de février 2012, là. OK, on s'approche là, de la date fatidique du premier anniversaire de Fukushima et puis la situation est loin d'être du contrôle. Loin d'être du contrôle. Donc, pendant ce temps-là, vous avez la NRC aux États-Unis qui a approuvé la construction d'un premier réacteur nucléaire depuis 30 ans, avec les mêmes failles dans le design des réacteurs de Fukushima qui n'ont pas été arrangés. Alors, vous voyez, là, on n'apprend pas du tout de nos erreurs en plus, ce qui est le plus décourageant. Donc voilà, c'est ça. C'est le dossier de Fukushima. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous, on va faire une petite pause et puis on va revenir après ça avec d'autres nouvelles pour vous, chers auditeurs. À très bientôt. Ok, on est de retour de la pause. Vous venez d'écouter The Dragon de Groundation. Alors, une petite chanson d'à propos, parce que, vous savez, c'était la nouvelle année chinoise il n'y a pas longtemps. Et puis, nous avons débuté l'année du dragon, une des années, en fait, je pense que c'est l'année la plus importante pour les Chinois. C'est une année qui signifie beaucoup pour eux. Et puis, les gens vont même essayer de faire en sorte là, que leurs enfants vont naître durant l'année du dragon. Alors, une année importante. Donc, voilà, une chanson qui s'appelle Le Dragon, The Dragon. Donc, bonne année d'ailleurs à tous les Chinois dans le monde et tous les Asiatiques. Et puis, et aussi bonne année à vous, chers auditeurs. Je l'avais fait avant de partir en pause du temps des fêtes, mais bon, je crois bien
important de le faire à nouveau. Alors, puisse cette nouvelle année de 2012 apporter beaucoup plus de conscience et puis nous amener vers la prochaine étape évolutive pour l'humanité réellement, là. On a plusieurs paradigmes qui sont faux, qui sont mensongers, qui sont en train de s'effondrer. On a plusieurs fraudes, réellement des arnaques gigantesques qui sont en train de s'écrouler, mordre la poussière l'une après les autres. Les choses deviennent de plus en plus claires pour la population du monde. Réellement, là, c'est une prise de conscience qui se fait à travers toute l'humanité, disons-le. Les gens prennent conscience que réellement, il y a une dérape totale du système et puis de ce qu'on appelle, entre parenthèses, les autorités, les gouvernements, les institutions financières, les banquiers internationaux, les multinationales. Réellement, on réalise que tout s'en va, que tout part en couille et puis on s'aperçoit aussi qu'on nage en pleine fraude, en plein mensonge, double standard, vraiment des deux poids, deux mesures incroyables. Et puis, il y a un roll-ball général là, qui est en train de prendre place dans la population. Et puis, on est en train d'assister à des choses, à le voir brièvement là, dans le dossier de l'économie dont je vais parler un peu après ceci. Les gens sont en train réellement de se rendre compte que il y a un problème dans à peu près tous les domaines de nos vies, autant social que, on peut dire quasiment même personnel, mais au niveau social surtout, différents domaines, aussi l'environnement, l'économie, ainsi de suite. On est en train de nous manger vivants, réellement. Là. Les gens s'aperçoivent que le coût de la vie augmente à une vitesse faramineuse. Les gens, certaines personnes comprennent pourquoi, d'autres non. Évidemment que ceci a beaucoup dû au fait qu'on imprime de l'argent comme c'était de l'eau. Alors, on crée une inflation incontrôlable, c'est sûr. Et puis, écoutez, je veux dire, réellement, nos salaires suivent pas le coût de la vie qui augmente en vitesse vertigineuse. Et puis, parmi ces fraudes et puis, si on voulait, cette prise de conscience que réellement, là, on n'a pas de liberté d'expression quand on en vient à parler des vraies choses. On n'a pas réellement de liberté de choisir et de voter quand vient vraiment le temps de choisir un candidat qui plaît à la population, mais qui réellement n'est pas présélectionné par l'establishment. Et puis, un de ces cas les plus clairs et les plus évidents est la saison préélectorale, les nouvelles présidentielles de 2012, qui s'en viennent cet automne, au mois de novembre, aux États-Unis. Et puis là, on est en train de sélectionner le candidat qui va être à la tête du Parti républicain. Et on a présenté une bonne dizaine de candidats qui étaient tous les uns les autres plus soumis au lobby autant israélien que celui de la défense, du complexe militaro-industriel et puis de Wall Street. Alors réellement, ce sont des candidats présélectionnés qui ne sont surtout pas là pour effectuer des changements réels et profonds au système corrompu. En fait, dans cette corruption érigée en système qui est devenu réellement là un cancer généralisé dans toutes nos sociétés, autant nord-américaines qu'européennes, réellement. Là, je veux dire, il y a plus, on peut plus parler de principe de démocratie qui est basé sur la représentation. Réellement, il n'y a plus personne qui nous représente. On se retrouve avec un gouvernement qui est allié aux forces privées, aux forces des multinationales et puis bancaires, contre la population, réellement. Là, on est en train de vider les coffres. Donc, on a un personnage qui s'appelle Ron Paul. J'en ai parlé ici sur l'émission dans le passé. Ron Paul, qui est un candidat réellement incroyable. Là, si vous allez voir son dossier, son passé, les 30-40 dernières années, alors qu'il était un congressiste américain. Un dossier parfait. Alors, à toutes les fois qu'il était venu le moment de choisir entre la liberté ou la tyrannie, réellement de choisir entre des mesures autoritaires
de type État policier ou la liberté aux États-Unis, eh bien, Ron Paul a tout le temps choisi la paix, a tout le temps choisi la liberté, a tout le temps choisi de protéger le peuple. Et puis, rares sont, en fait, très, très, très rares sont les politiciens qui ont un curriculum vitae aussi impressionnant, aussi sans tâche que celui de Ron Paul. Alors Ron Paul qui comprend très bien ce qui se passe au niveau de l'économie puis de la politique étrangère américaine. Il comprend très bien qui contrôle à Washington. Ron Paul qui est le seul candidat qui mettrait une fin immédiate aux guerres d'agression au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan et ailleurs, les guerres qui ne sont même pas déclarées, mais qui sont des guerres, ni plus ni point, en Somalie, au Yémen, au Pakistan, au Nigeria, dans différentes autres nations africaines et puis du Moyen-Orient. Ron Paul qui fermerait la Fed aux États-Unis, mettrait fin à cette banque centrale, cette fausse banque centrale en réalité qui est détenue et puis qui est en réalité une banque privée, détenue par des banquiers privés, fermerait la CIA et ainsi de suite. Et puis évidemment qu'il est taxé d'extrémisme, même de terroriste, de n'importe quoi, là, je veux dire, on essaie de le faire passer pour toutes sortes d'affaires. Et puis dans cette course à la candidature au Parti républicain, eh ben, on avait différents acteurs comme Newt Gingrich, vous avez Santorum, vous avez Mitt Romney, et on s'est lancé dans cette fameuse course à l'élection pour le Parti républicain. Et vous avez jusqu'à la Cour suprême de l'État de Washington qui a donné son OK, son feu vert au candidat en fait pour mentir. Alors c'est assez incroyable. On permet au candidat de mentir. C'est un jugement de la Cour suprême de l'État de Washington. Alors le gouvernement dit qu'il n'a aucune affaire à essayer d'arrêter les candidats politiques de mentir délibérément à propos de l'un et de l'autre dans ses campagnes publicitaires à la télévision, selon un jugement qui a été quand même, disons-le, divisé à la Cour suprême aux États-Unis. Alors, c'est quand même assez incroyable. Vous avez ensuite des résultats très étranges du caucus au Maine qui pointent vers la fraude. Alors, vous allez voir plusieurs articles que je vous ai laissés en lien où on fait état de toutes sortes de situations réellement plus ou moins évidentes. Il y en a qui sont moins évidentes, il y en a qui sont carrément dans notre figure, où on voit que on a un problème avec les votes. OK? Les votes ne sont pas comptés de façon appropriée, ou les votes sont comptés en secret dans des endroits clos, ou les votes sont comptés par des machines à voter électroniques dont on ne peut pas vérifier les résultats de façon indépendante. Alors, comment croire à une élection libre si on n'est même pas capable de prouver que ces résultats-là soient véritables? Si un gouvernement ne peut pas prouver la précision, l'honnêteté de ces élections, par lesquelles l'autorité, ces gens-là, ce gouvernement, peuvent réclamer cette autorité sur le peuple, eh bien, le peuple n'a pas moralement ni légalement une obligation d'obéir à ce gouvernement, de payer ses comptes et ou d'envoyer ses enfants mourir dans des guerres du gouvernement. Vous avez une fraude officielle ici dans les votes au Nevada. Vous avez plusieurs articles et vidéos ici qui font état de des votes de personnes qui étaient mortes. Alors, on a fait voter des morts, imaginez-vous donc, puis pas juste quelques-uns, là. On parle ici de plus de 900 voteurs qui sont morts. Ça s'est passé en Caroline du Sud. Alors, on voit qu'on est en train de trafiquer les votes. Pourquoi? Ben, pour pas que Ron Paul soit élu comme étant le chef du Parti républicain. Parce que Ron Paul, évidemment, ne fait vraiment pas l'affaire de l'establishment américain, de ceux qui contrôlent le pouvoir à Washington.
alors que Ron Paul remporte l'un après l'autre la grande majorité des sondages populaires, qui sont d'ailleurs même trafiqués. Vous allez voir les preuves de ça avec différents articles qui font différentes prises de vue là, des statistiques de Google, ainsi de suite. Ou quand on a des votes populaires sur différents réseaux de médias et qui vont sans équivoque dans le sens de Ron Paul, eh ben on les arrête, on les enlève simplement, on les censure. Puis ça, c'est pas des farces, là, c'est pas des histoires de conspiration que je vous dis. Là, vous avez plusieurs liens d'articles, là, vous avez toutes sortes d'articles qui font état de ça. Ça s'est réellement passé. On fait voter des gens qui sont morts. C'est assez incroyable, là. 953 votes ici de personnes mortes qui ont été faites. Alors, c'est quand même assez incroyable. Des votes de gens qui sont morts depuis jusqu'à 6 ans. Alors, on se retrouve avec des fausses élections aux États-Unis. Alors, comment croire quoi que ce soit qui se déroule là-bas réellement quand on n'est pas capable de prouver que les élections sont véritables et justes, n'est-ce pas? Rappelez-vous ces paroles très sages de John F. Kennedy qui disait que ceux qui font que la révolution pacifique est impossible font en sorte qu'une révolution violente est inévitable. Donc, les résultats du vote de la Caroline du Sud sont invalides. Vous avez l'establishment républicain qui exclut Ron Paul du CPAC de 2012. Alors, on voit ici que on est en train d'exclure Ron Paul carrément de ces événements-là, des conférences du CPAC, où vont apparaître Mitt Romney, Newt Gingrich, qui vont être des conférenciers importants, alors que le nom de Ron Paul n'apparaît nulle part sur la liste des invités. Vous avez les quartiers généraux de Ron Paul qui ont été attaqués récemment. D'ailleurs, je vous conseille fortement un documentaire là, que je vais vous mettre là, souligné en jaune, là, qui s'appelle Hacking Democracy, full length. Alors, pour ceux qui parlent l'anglais, j'espère en tout cas que certains d'entre vous en comprennent assez pour comprendre ce documentaire-là, qui vous montre comment que justement on utilise ces machines électroniques pour hacker la démocratie. Carrément, je veux dire, on change les résultats. George Bush qui a été élu de façon frauduleuse 2 fois. Et puis, on continue de se servir de ces mécanismes-là pour s'assurer que Ron Paul ne remportera pas la candidature du Parti républicain. Donc, je vous ai laissé plusieurs liens aussi qui vous montrent Ron Paul là, qui gagne dans les sondages, 58% ici. À Dawson, dans un caucus d'Alderson. Alors, vous voyez que c'est quand même assez incroyable quand vous voyez là des nuances importantes là à voir. Quand les votes sont comptés publiquement, Ron Paul, curieusement, gagne quasiment tout le temps. Et puis, partout où les votes ne sont pas comptés publiquement, donc en privé, alors vous avez Mitt Romney ou les autres qui gagnent. Assez particulier quand même. Puis là, je vous ai laissé un paquet d'articles assez particuliers aussi. Vous avez ici Romney, un supporter de Romney, Mitt Romney, qui admet être payé sur vidéo. Puis vous avez toute cette histoire aussi de Rand Paul, qui est le fils de Ron Paul, qui lui a condamné cette histoire de la sécurité dans les aéroports là, par la TSA. J'en ai souvent parlé ici aussi à l'émission. Ces contrôles de sécurité qui ne sont plus des contrôles de sécurité, mais tout simplement d'intimidation grave de la population, là, qui a déclaré que l'État policier était en train de grandir et puis de devenir hors de contrôle dans ce pays. Ron Paul a déclaré ça, a même promis d'éliminer la TSA s'il était élu. Et puis vous avez son fils Ron Paul qui a été détenu par le TSA, alors que les médias corporatifs ont essayé même de couvrir cet événement-là. Alors, vous avez plusieurs articles par rapport à ça, c'est assez incroyable. On a arrêté Ron Paul à l'aéroport comme ça, les agents de TSA qui ont gueulé après, lui ont fait sentir comme s'il était détenu, alors on a essayé de l'intimider. La Maison-Blanche qui s'est tenue du même côté de la TSA les ont défendus. Vous avez des vidéos de sécurité ici qui vous montrent ceci. Alors, on essaie d'intimider tous ceux qui sont contre l'establishment. Alors, vous voyez, là, réellement, là, c'est vraiment dirty politics. La politique très sale à laquelle on est en train d'assister. Vous
Vous avez même le congressionniste qui a créé la TSA qui veut maintenant l'abolir, c'est le républicain John Mika qui maintenant regrette d'avoir créé la TSA. Vous avez le chef de la CIA qui d'ailleurs endosse Ron Paul. Vous avez Fox News qui a déclaré que Ron Paul est la plus grande menace à Barack Obama, et non Mitt Romney. Et là, vous avez différentes nouvelles aussi, un peu dans ce même style-là. Ailleurs dans le monde, je tiens à vous en faire état, vous avez ici ce candidat français, lui, qui déclare que ses adversaires, ses pires adversaires, en réalité, sont les banquiers. Il veut démolir, en fait, sectionner, si vous voulez, les plus larges, les plus importantes banques françaises. Il s'agit de François Hollande, un candidat pour le Parti socialiste en France. Alors, lui a proposé le 22 janvier des réformes importantes du système financier européen et français pour combattre la spéculation et puis restaurer la croissance. Alors, voyez, ça continue un peu comme ça, alors qu'on a des politiciens pourris. Vous avez, aux États-Unis, c'est assez grave, Obama qui a carrément floué la loi, la Constitution américaine à Guantanamo. Il devait fermer cette installation et puis ça n'a pas été fait. C'est incroyable. Alors vous avez le chef des droits humains aux Nations Unies qui lui a déclaré que les États-Unis flouaient la loi internationale à Guantanamo Bay. Il dit que, vous savez, on a célébré le 10e anniversaire. Célébré. C'était un triste anniversaire. La 10e année depuis que le gouvernement américain a ouvert la prison à Guantanamo. Et puis maintenant, ça fait 3 ans depuis le 22 janvier 2009 que le président avait ordonné la fermeture à l'intérieur de 12 mois de cette installation. Et puis en 2012, cette installation continue toujours d'exister. Des individus en sont tout le temps détenus de façon arbitraire et indéfinie. Et ceci est en claire violation de la loi internationale, a déclaré M. Navi Pillay. Alors, vous avez des activistes qui ont marqué cette première décennie de Guantanamo avec la torture qui est pratiquée. Alors, ainsi que tous les autres sites, les black sites, qu'on les appelle de la CIA, comme à la prison de Bagram, et ainsi de suite. Vous avez une multitude de prisons secrètes comme ça, réparties à travers la planète, qui sont opérées par la CIA, des sites noirs où on torture, en particulier la torture. Alors, on revient à ces politiciens corrompus. Alors, on ne veut pas que les gens aux États-Unis choisissent Ron Paul. Alors, on essaie de le pousser sur les côtés. Et puis, voyons voir maintenant les autres candidats qu'on essaie de vendre aux Américains. Vous allez voir que ce sont tous des gens salement corrompus, des gens qui sont là pour trahir le peuple américain. Vous avez Mitt Romney qui était à la tête de Bain Capital, une compagnie qui opérait dans le marché des produits dérivés, qui a fait énormément de profits en rachetant puis en fermant une multitude de compagnies à travers le monde, donc en créant énormément de chômage, de perte d'emploi. Alors, Mitt Romney qui a fait une fortune, on parle de 342 millions de dollars en faisant faire banqueroute à des compagnies qui l'achetaient et puis qui ensuite démontait. Alors, on a un cas ici de 850 Floridiens en Floride, donc des gens qui ont perdu leur emploi suite à ça. Mitt Romney qui collecte plus de donations que quiconque, et celles-ci viennent des 5 plus larges banques des États-Unis. Alors, plus que il reçoit plus de donations, en fait de dons, de ces 5 plus larges banques américaines que tous les autres candidats combinés. Alors, vous voyez, et puis Mitt Romney qui va recevoir la protection des services secrets. Alors, une autre façon de signaler que Mitt Romney est un candidat choisi par l'establishment. Ensuite, vous avez Newt Gingrich qui est en train, lui, de manger la poussière, était complètement n'était pas capable de séduire quiconque là, de l'électorat américain, évidemment. C'est un fou, là, je veux dire, c'est un malade mental contrôlé par le lobby israélien. Et puis, alors qu'il est en train de manquer d'argent dans sa campagne, là, vous avez M. Adelson, qui, lui, s'est pointé et puis s'est mis à financer largement la campagne électorale de Gingrich. Et Gingrich, lui, qui a une dévotion totale à Israël, fervent sioniste. Et puis, Monsieur
Aldelson en est aussi pareil, c'est un fervent sioniste qui est opposé à tout compromis territorial envers les Palestiniens. Ensuite, vous avez Newt qui est pour une troisième guerre mondiale. Alors lui, il n'y a aucun problème. Il promet de détruire l'Iran pour Israël. On veut intervenir militairement en Corée du Nord jusqu'au Liban. Alors il a même menacé une cyber-guerre contre la Chine et la Russie. Alors complètement déluré ce personnage. Vous avez un autre rapport ici qui a été publié dans le Haaretz qui parle de ce monsieur Aldelson qui back monsieur Gingrich qui est sous enquêtes criminelles pour des pots de vin d'officiels étrangers. Alors ça c'est monsieur Aldelson là, qui est un milliardaire américain, un très proche allié de Netanyahou. Et puis le principal donateur là, de la campagne à Gingrich et qui est sous enquête fédérale pour son empire de casino qui apparemment est impliqué, en tout cas dit-on, des allégations de corruption en Chine selon un rapport de la ABC. Et puis Santorum, lui, qui est un autre des candidats républicains, qui voudrait bien lui bombarder l'Iran. Parce que lui, il déclare que l'Iran pourrait utiliser la bombe nucléaire pour attaquer les États-Unis. Alors, vous voyez vraiment ces gens-là qui hallucinent bien raide. Santorum déclare lui aussi que les États-Unis est dans l'erreur de condamner justement, vous savez, ce meurtre de scientifiques iraniens nucléaires. Alors ça s'est passé il y a quelques semaines. On a tué carrément la bombe là. Un scientifique, j'en ai parlé lors d'une des dernières émissions là, avant de partir au mois de décembre, là, scientifiques nucléaires iraniens qui ont été tués dans un attentat. Et puis vous allez voir dans le dossier de l'Iran qui a été maintenant admis là, par des sources israéliennes et américaines que d'ailleurs les États-Unis ont fourni les bombes pour le faire et puis ce sont les services secrets israéliens qui ont effectué ce meurtre. Donc vous voyez de la façon qu'on procède des meurtres, des exécutions extrajudiciaires dans des pays étrangers. C'est la façon qu'on fonctionne. Rick Santorum qui a déclaré aussi qu'il n'y a aucun Palestinien qui vit en Cisjordanie, que toutes les personnes qui vivent en Cisjordanie sont des Israéliens, qu'il n'y a pas de Palestiniens, que ceci est un territoire israélien. Alors, voyez un peu, ces gens-là ils sont pas très sains mentalement, disons-le. Il dit que ces scientifiques étrangers qui sont morts sont une chose merveilleuse. Hein? Donc, voyez un peu l'état avancé de la maladie mentale de ces gens-là. Santorum, qui est islamophobique aussi, a livré différents speeches qui réellement appelaient à l'évangélisation et puis l'éradication des musulmans. Et puis vous avez même Santorum qui s'est comparé à Jésus. Alors ça c'était dans la Windham High School du New Hampshire. Et puis lui il s'est comparé à le sauveur chrétien. Eh oui. Puis lui, ben vous avez aussi un milliardaire du Wyoming, un investisseur qui lui s'est engagé à fournir plus d'1 demi-million de dollars à Santorum pour sa campagne présidentielle. On voyait un peu encore là les mêmes backgrounds de ces gens-là. Santorum qui a déclaré que l'Iran va soit démonter son programme nucléaire ou ben non, on va le faire nous-mêmes. Alors, est en train, lui, de se faire l'avocat encore d'une guerre contre l'Iran. Alors, vous voyez que tout est là pour plaire à Israël. Et puis, derrière le monument, derrière Rick Santorum, c'est Foster S. Friess. Oui, alors vous voyez toutes des gens qui sont très proches d'Israël et puis de son lobby très puissant. OK? Donc, vous avez un autre article ici très important à lire qui est publié dans le The Guardian. On parle des élections américaines. Peu importe pour qui vous votez, l'argent gagne tout le temps. Alors, ça vous donne un peu un aperçu justement de cette perte de liberté et puis de démocratie. Ce n'est plus une démocratie en réalité, c'est les intérêts privés, multinationaux et financiers qui contrôlent le gouvernement et puis les élus. OK?
Vous avez des analystes de l'industrie qui croient que l'argent dépensé seulement que sur des publicités à la télévision va augmenter de plus de 80% comparé à il y a 4 ans. On dit que l'argent dans la politique américaine est l'éléphant dans la pièce. Alors ça, c'est une expression américaine, là, the elephant in the room. Là, écoutez, c'est la chose la plus facile à voir, c'est la chose la plus grosse. Écoutez, vous avez plus du 2 tiers des Américains qui croient que le gouvernement devrait limiter les contributions individuelles, avec une grande majorité à travers les républicains, démocrates et puis les indépendants. On dit qu'on a une lourde tendance vers une oligarchie dans la politique, qui est déjà très claire. On a plus de 250 millionnaires au Congrès américain, imaginez, 250 millionnaires au Congrès américain. C'est pas des gens qui représentent le peuple, là. OK? On dit que le congressiste moyen vaut environ 891 506 $, soit 9 fois plus que l'américain typique aux États-Unis. Alors, voyez que l'influence de l'argent à ce niveau corrompt la culture politique au complet. Donc, un autre article ici qui fait état depuis de 47% des membres du Congrès qui sont millionnaires, donc un statut qui est partagé par seulement 1% des Américains. Alors, c'est un article qui date du 16 novembre 2011, publié par ABC News Blog. Alors, c'est assez particulier, chers amis. Alors, vraiment, c'est des chiffres qui vous montrent très clairement cette situation. Alors, voilà pour ce dossier. Ensuite, on va continuer brièvement avec cette histoire du refroidissement climatique. Alors, ça, je vais en parler quelque peu, là, mais pas très très longtemps, parce que je suis en train de m'apercevoir de plus en plus sur Internet. Là, vous savez, je suis éditeur du site de Sans Papier, puis on a publié à la une il y a 2-3 jours un article justement sur ça, le refroidissement climatique et toute cette folie-là. Et puis, je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui croient en le réchauffement climatique causé par le CO2. Donc, cette histoire qui tient dans la tête de plusieurs personnes. C'est un article qui s'appelait Science et Nouvel Ordre Mondial, l'escroquerie du réchauffement climatique anthropique exposé dans les médias allemands. Vous avez de plus en plus de plus en plus de gens, d'experts, de météorologistes, de géologistes, de climatologistes, ou je devrais dire climatologues. Écoutez, je traduis là, je vous dis de l'anglais au français. Excusez-moi pour les écarts de français. De plus en plus de trucs là, qui sortent, des livres, toutes sortes d'affaires comme ça, qui font état de cette supercherie à l'échelle planétaire, qui est le réchauffement climatique causé par le CO2, causé par l'homme. Le réchauffement climatique anthropique a toujours été une fable fondée sur une pseudo-science, une science tronquée, manipulée à des fins politiques et monétaires. Le GIEC, c'est une organisation politique et non pas scientifique. La science n'a absolument rien à voir avec le GIEC. Rien, zéro, nada, zilch. Il ne faut pas mélanger les sujets. Évidemment, la pollution est un problème réel, mais le CO2 n'est pas un polluant. C'est une autre fadaise doctrinaire induite à des fins de taxation globale. Oui, ça cause l'effet de serre, le CO2. Oui, c'est un gaz à effet de serre, mais qui est responsable de moins de 5% de l'effet de serre total. Le méthane qui est gravement pire que ça. Et on a de plus en plus d'études maintenant qui font état du soleil. Oh, quelle surprise, le soleil! Eh oui, les cycles du soleil qui influent directement sur le climat, non seulement sur la planète, mais sur toutes les planètes du système solaire. Alors, nous avons de plus en plus d'études spécialisées qui font état du fait qu'on se dirige de plus en plus vers un minimum solaire, du genre du minimum de Maunder, qui va sans doute engendrer un nouveau petit âge glaciaire sur plusieurs dizaines d'années. Apparemment qu'il va faire bien plus froid. On le sent déjà un peu de nos jours, et puis là, ben écoutez, il y a fort à parier que cela n'a rien d'anthropique là-dedans. Donc, écoutez, là, ce qui arrive, c'est que moi, je laisse des commentaires un peu à droite et à gauche, et puis je teste un peu, voir ce que les gens en pensent. Et puis, il y a encore beaucoup de gens qui sont
Ils sont emprisonnés là-dedans, dans cette fausse théorie réellement du réchauffement climatique causé par le CO2. J'en ai parlé souvent dans le passé. Écoutez, c'est des preuves incontournables. On fait des calottes glaciaires et puis, vous savez, au pôle, et puis on a trouvé sans l'ombre d'un doute dans les glaces où on voit emprisonner les taux en fait, les particules de CO2 selon les différentes aires, vous savez, les différentes aires, je parle, on retourne à plusieurs centaines de milliers d'années dans le temps, là, on est capable de voir le climat qui a varié sur la Terre, et puis ça se reflète dans les glaces qui s'accumulent au pôle. Et puis, il est très clair, on a clairement démontré que les taux de CO2 augmentent après un réchauffement climatique et non avant. Ce n'est pas la cause, mais bien une résultante. Et non seulement c'est une résultante d'un réchauffement climatique, ces fameuses hausses de taux de CO2, mais elles se produisent en moyenne 800 ans après un réchauffement climatique. Alors c'est pas juste un peu, là. OK, et puis une autre chose qui vient démolir un des piliers de cette théorie du réchauffement climatique causé par le CO2, c'est que on a de plus en plus de rapports, autant de la NASA que d'autres satellites de mesures climatiques, dont un qui est très important, français, et qui font état qu'on n'a pas de réchauffement climatique global depuis au moins une quinzaine d'années, depuis au moins 98. Je sais que c'est difficile à recevoir pour ceux qui croient au réchauffement climatique causé par l'homme. Le débat est difficile à apporter. Il y en a que ça va, écoutez, ça va les faire suer. Ils vont me détester en m'entendant parler. Ils vont dire, ben voyons donc François, voyons, c'est prouvé, on sait que la planète se réchauffe, nanana. Écoutez, prenez ça comme vous voulez, c'est pas plus grave là. Je veux dire, je suis pas là pour essayer de vous convaincre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs années, j'avais tendance à croire cette histoire du réchauffement climatique, mais à force de lire, à force de faire mes propres recherches, des observations que je fais, et puis pas à dire là, je veux dire, des articles et puis des documentaires sur le réchauffement climatique et sur d'autres sources aussi, en fait de tout plein de sources différentes que j'essaye de prendre les plus crédibles possibles. Je peux plus croire à ça. Je veux dire, autant que j'ai pu croire à ce fameux réchauffement climatique causé par l'homme, autant que maintenant il m'apparaît évident, après des années de recherche puis des centaines et des centaines d'articles. Je ne dis pas ça pour essayer de vous impressionner. Je veux dire, j'ai littéralement des centaines d'articles, de rapports, d'études, d'analyses, de toutes sortes, qui me pousse à croire que cette histoire-là, c'est complètement faux, c'est de la frime, c'est un truc qui est avancé par cette même clique de globalistes, de gens qui voudraient instaurer un gouvernement mondial, une gouvernance mondiale. Ces gens qui sont grandement composés de banquiers internationaux, vous savez, la grande famille Rothschild est derrière cette histoire-là. Maurice Strong est derrière ça. Al Gore est derrière ça. Vous avez des financiers de Wall Street. Vous avez même des pétrolières. Je veux dire, je regarde les gens qui m'apportent des arguments en me disant vous avez telle personne qui disait que là, le réchauffement climatique, c'était pas vrai, puis finalement, c'était des gens qui étaient supportés par l'industrie pétrolière. Je veux bien, là, puis je veux dire, je suis d'accord avec vous, là. Je veux dire, il y a des gens qui bullshit ben raide là-dedans, là, qui disent que le réchauffement climatique, c'est pas vrai, puis qu'en réalité, ils sont des apôtres ou des gens qui sont carrément liés aux compagnies pétrolières. Mais n'oubliez pas que les compagnies pétrolières sont aussi celles qui supportent cette histoire du réchauffement climatique et puis qui voudraient imposer ce système de taxation et puis d'échange de crédits du carbone et ainsi de suite. OK? Alors, je veux dire, moi, je suis pas ici pour vous dire quoi penser. Si vous croyez au réchauffement climatique, ben croyez-y. Là, je veux dire, c'est pas plus grave. Là, y a personne qui va mourir aujourd'hui. Là, sauf que, écoutez, les changements climatiques, oui, il y a des réchauffements, oui, il y a des refroidissements. Ces changements climatiques sont naturels et cycliques majoritairement. Oui, on peut avoir un petit impact, mais très minime. Je veux dire, l'impact de l'activité humaine sur le climat est, à mon avis, selon les évidences que j'ai,
selon les informations et puis, si vous voulez, une opinion très éclairée, l'influence humaine sur le climat n'est pas plus de 1 à 2%, là. OK? Donc, vous avez une multitude d'articles que j'ai pour vous où on parle, ça c'est un article, c'est du Daily Mail, on dit qu'on est dans le cycle 25 solaire et que si les scientifiques de la NASA ne sont pas dans l'erreur, ben on devrait avoir des rivières comme celle en Angleterre et puis en France qui devraient geler, comme c'était le cas au XVIIe siècle, parce que on se retrouve dans un scénario de refroidissement climatique d'une mini-ère glaciaire. On a de plus en plus de personnes qui parlent réellement de ça. Alors si on se prépare pour un réchauffement climatique, puis on se dirige vers un refroidissement climatique, on va avoir un sérieux problème. J'ai de la misère à croire les gens qui parlent de réchauffement climatique quand ça fait 3 hivers d'affilée qu'on vit qui sont très sévères. Regardez ce qui se passe en Europe. Je veux dire, les gens meurent. Des vagues de froid intenses. La seule raison pourquoi ici en Amérique du Nord, on semble pas vivre un hiver très sérieux, c'est qu'on se retrouve avec le phénomène de El Niño, puis on a je me rappelle bien, c'est le jet stream. J'espère que je me rappelle bien. Anyway, on a ce courant d'air qui vient de l'océan Pacifique, qui traverse normalement le continent nord-américain, qui normalement fluctue vers le bas, vers le sud des États-Unis, et puis pousse l'air froid vers le nord des États-Unis, puis du Canada. Mais là, ce fameux courant passe à travers les plaines canadiennes et puis ressort vers l'est, donc du Québec. Donc ici, on a connu un hiver très doux, généralement très doux, alors que dans le nord canadien, on connaît des températures extrêmement froides. Un autre article ici qui parle que le réchauffement climatique, cette tendance s'est terminée en 1997 selon des nouvelles données qui ont été publiées. Alors, le supposé consensus du réchauffement climatique causé par l'homme fait face à un très grave problème suite à la publication de ces nouvelles données de température qui montrent que la planète ne s'est pas réchauffée depuis les 15 dernières années. Alors, un article ici pour vous à aller voir. Ensuite, on a des nouvelles mesures qui montrent que la fonte des glaces, des glaciers de la planète, s'est généralement arrêtée en 2003. On parle ici dans les Alpes et puis dans l'Himalaya qui n'ont pas diminué depuis 2003. Alors, vous avez le GIEC qui poussait encore cette histoire des glaciers qui diminuaient même jusqu'à l'année dernière, avec ce fameux Himalaya Gate. Alors, on disait que l'Himalaya était pour fondre très rapidement, et puis finalement, on s'aperçoit que vous avez seulement eu écoutez, là, c'est le GIEC qui avait utilisé un échantillon de seulement 0,0185% de l'Himalaya pour ensuite dire que tous les glaciers étaient pour être fondus d'ici 2035. Alors qu'ils ont été obligés de se rétracter après pour avoir publié de telles faussetés scientifiques. Alors, on a des nouvelles données satellites qui montrent très clairement que les glaciers de l'Himalaya n'ont, à toute fin pratique, même pas fondu du tout. C'est des nouvelles analyses scientifiques par satellite, de mesures par gravité, qui ont montré que la glace des glaciers fond beaucoup plus lentement que ce qui avait été pensé d'abord. Alors, ce sont des nouvelles recherches qui sont très importantes et puis qui montrent que justement la fonte de ces glaciers, en réalité, ne sera pas un facteur qui va influencer la montée du niveau des océans. Alors, vous avez toutes sortes d'articles comme ça. Ensuite, une étude scientifique encore ici, des évidences qui rejettent la théorie du réchauffement climatique anthropogénique, document qui est à lire ici aussi. Alors, d'autres scientifiques du Climate Gate, on en apprend ici une étude qui a été enterrée, des études, vous savez, quand elles ne concordaient pas avec le message qu'on voulait présenter, elles étaient tout simplement enterrées, alors on ne les sortait pas. Alors, quand on avait des articles, des études qui contredisaient
hein, la version officielle, la ligne de pensée officielle, eh ben on ne les publiait pas. OK? Alors, toutes sortes d'histoires comme ça, vous allez voir des données satellites de la NASA qui montrent que les températures globales continuent en fait de descendre, même on est en train d'atteindre des froids records un peu partout sur la planète. Toutes sortes de trucs bien intéressants comme ça. On parle ici des orbites et puis des âges glaciaires. Alors évidemment que ceci a plus à voir. On parle de phénomènes cosmiques. Ça, c'est un document qui a été récemment publié dans le journal Nature d'un professeur, c'est Harvard Professor of Earth and Planetary Science. Alors, Peter Hybers qui a confirmé que des changements très lents dans l'inclinaison et puis l'orientation de l'axe de rotation de la Terre combinés ensemble pouvaient aider à déterminer quand on va avoir une déglaciation majeure. Et puis, écoutez, ça vous montre encore qu'on a affaire à des phénomènes cosmiques ici qui influent sur la glaciation sur Terre. Donc, vous allez retrouver un paquet d'articles. On parle jusqu'à 160 personnes qui sont mortes dues aux températures extrêmes, très froides, partout en Europe, autant en Europe de l'Est que l'Europe de l'Ouest, en Russie, ainsi de suite. Températures qui ont tué des personnes un peu partout, des fronts sibériens. Alors, vous avez des photos à aller voir, une multitude d'articles, des records qui ont été battus un peu partout. De la neige qui s'est abattue dans plusieurs régions. Il fait de plus en plus froid. Alors, des alertes de froid un peu partout comme ça. Il y a neigé à Rome pour la première fois depuis 26 ans. Mais on parle de réchauffement climatique. C'est ça qui était assez incroyable. Alors, c'est comme si les gens, à un moment donné, faisaient une genre de scission mentale. Je veux dire, se créer une deuxième personnalité. Je sais pas trop, là. Je veux dire, c'est vraiment un processus mental difficile, là, mais je veux dire, les gens croient au réchauffement climatique alors que la planète se refroidit au complet. Je veux dire, on a des phénomènes, des vagues de froid un peu partout, des sans précédents. Vous avez en Serbie 11 000 personnes qui ont été enfermées dans des villages éloignés par la neige. Toutes sortes de trucs comme ça. Vous avez à Venise, écoutez, à Venise, vous avez des canals qui ont gelé. J'ai des photos de ça. Là. Je veux dire, on n'a pas vu ça depuis des décennies là, à Venise. Des affaires assez incroyables. En Chine, en Mongolie, on parle de température de moins 50 degrés Celsius. Moins 50 degrés Celsius. Vous avez des tornades possibles dans le sud des États-Unis alors qu'on a de la neige aussi en même temps. Alors, toutes sortes d'affaires, je veux dire, même jusqu'en Californie, dans les Émirats arabes unis, on a eu des vagues de froid. Alors, ainsi de suite. OK, donc, vous voyez, ça commence à être assez difficile de parler de réchauffement climatique quand réellement, là, on se retrouve avec une situation pareille. Donc voilà pour le refroidissement / changement climatique. Donc, comme je vous dis, je vous en parle pour vous mettre ça sous les yeux. Je veux dire, si vous êtes ouvert, allez voir ça. Jugez par vous-même. Je veux dire, je pense qu'on est rendu à un point où il y a certaines personnes qui se sont mis dans la tête que là, les réchauffements climatiques, ça c'est vrai coûte que coûte. Et puis, ne seront plus même pas ouvertes, ces personnes-là, au dialogue. Alors, ça devient une croyance, ça devient une religion, ça devient un culte. Alors, c'est un peu ça. Donc, voilà, on fait une autre pause musicale, on se retrouve immédiatement après. Ok, chers auditeurs, on revient pour le dernier volet de cette semaine. Alors, on va parler d'économie brièvement, et puis on va parler aussi du Moyen-Orient, là, du mieux que je peux, là, mais ça va être à poursuivre la semaine prochaine, ça c'est certain. Libye, Syrie, Iran, ces trois sujets quand même assez étroitement connectés. Brièvement, la Libye, écoutez, la BBC qui a révélé après les faits que les forces spéciales britanniques ont supervisé puis ont dirigé les forces rebelles libyennes à la victoire. Alors, vous savez, ça commence à être clairement maintenant démontré que les supposés freedom fighters de la Libye, les combattants de la liberté, ces supposés rebelles étaient tout simplement armés et entraînés par les forces occidentales, autant américaines, britanniques, israéliennes, ainsi de suite.
On voit réellement que ça n'a rien à voir avec un soulèvement populaire de la population contre Kadhafi, et puis c'est un peu la même situation qui est en train de se dérouler en Syrie, là. Ne vous en faites pas, ne vous faites pas croire d'histoire, là, chers auditeurs. On va en parler plus en détail dans les semaines à suivre parce que c'est vraiment là un des sujets les plus chauds. Et puis malheureusement là, cette semaine, j'aurai pas eu le temps d'en parler tant que ça, mais je vais y consacrer une grande part là, la semaine prochaine à ce volet-là parce que on fait face encore toujours à ce fameux prospect de Troisième Guerre mondiale réellement. Là. On essaye de passer par la Syrie pour finalement en arriver avec une guerre contre l'Iran. Et puis, ce qui s'est passé en Libye n'est que, si vous voulez, un genre d'exemple, un exemple préparatoire, un patron à suivre pour ce qui va se passer en Syrie et puis en Iran. Donc, autant la préparation que de la façon que ça a été vendu dans les médias, autant que ça a été couvert par les médias, autant que par les actes qui ont été commis, les actes criminels, les crimes de guerre qui ont été commis par l'OTAN, les forces occidentales en Libye, est en train de se produire la même chose en Syrie. C'est pas plus compliqué que ça. On fait croire que le régime d'Assad en Syrie est en train d'écraser sa propre population, comme on vous a fait à croire que Kadhafi voulait écraser sa propre population, alors que ce n'était pas le cas du tout. Je ne dis pas que ces gens-là, ce sont des enfants de cœur. Je ne dis pas que ces gens-là, je les inviterai à manger chez nous. Je les connais pas personnellement. Je veux dire, il y a certaines facettes de ces gens-là qui me semblent être répréhensibles, alors que largement, ils sont représentés comme étant des démons, comme étant réellement Satan. Et puis, il y a réellement un recalibrage de la réalité ici à faire. Ces gens-là ne sont vraiment pas aussi pires qu'on essaie de vous les peindre. On essaie de démoniser tous les musulmans et puis tous ces leaders. Quand je vous dis que ce qui se passe en Syrie est une répétition de ce qui s'est passé en Libye, eh bien, c'est autant sur la façon de procéder pour y arriver, pour renverser ces régimes-là qui ne coopèrent pas avec l'agenda néoconservateur israélien slash américain. Et puis, dans les conséquences, c'est la même affaire aussi. Alors, en Libye, on a dit vouloir libérer le peuple, protéger le peuple libyen, le libérer, lui apporter la démocratie, et ainsi de suite. Alors qu'on se retrouve avec une situation qui est en train de dériver, carrément déraper en guerre civile, entre différentes factions des fameux rebelles qui sont ni plus ni moins des terroristes. Alors, on se rappelle qu'on a parlé de ça, des gens qui, en fait, les rangs des rebelles qui étaient composés de gens qui venaient d'un peu partout, dont des Moudjahidines, des gens d'Al-Qaïda, toutes sortes de terroristes, ainsi que de combattants, et ainsi de suite. Là, je veux dire, c'est vraiment des gangs qui sont un peu comme différentes branches là, des réseaux, des crimes organisés, whatever, qui se mettent ensemble et puis qu'un coup prennent le pouvoir, ben se battent entre eux pour plus de pouvoir. Alors, c'est à peu près ça qui est en train de se produire, alors qu'on a de plus en plus d'organismes officiels là, qui parlent d'exactions qui sont commises contre les civils. Alors, on parle de torture ici, d'enfermement arbitraire, ainsi de suite. Vous avez des supporters aussi de Muammar Kadhafi qui ont pris contrôle dernièrement de Bani Walid. Alors, vous voyez que la situation est loin d'être terminée là-bas. Vous avez des Libyens aussi qui ont pris d'assaut les quartiers généraux du gouvernement traditionnel à Benghazi. Alors, on parle ici de centaines de manifestants en colère, vraiment, qui ont sonné l'assaut contre ces quartiers, comme je vous disais, là, dans Benghazi. Alors, ces gens-là qui ne semblent pas vraiment aider leur nouvelle marionnette qui a été mise en place par les pouvoirs occidentaux. Pas plus que la banque centrale privée qui a été instaurée, puis la nouvelle monnaie basée sur la dette qui a remplacé le dinar or. Ensuite, vous avez des rivaux de milices libyennes qui se battent à Tripoli. Alors, vous voyez que la situation est en train de se dégrader et puis ce pays-là va plonger dans un chaos total d'une guerre civile. Alors, merci beaucoup à l'OTAN qui a amené vraiment le chaos total à la Libye.
Vous avez toutes sortes d'articles comme ça, allez voir les forces pro-Kadhafi qui commencent à reprendre contrôle de différentes parties de la Libye. Vous avez des milices libyennes qui se préparent à se battre contre les loyalistes de Kadhafi. Alors, toutes sortes de trucs comme ça, des abus et de torture en Libye. Alors, des articles ici qui ont été publiés, qui parlent justement de deux milices rivales, dont les alliés du Conseil transitionnel national qui se sont engagés dans des batailles à bout de fusil. Alors, pour se battre contre différentes autres factions rivales. Alors, vous voyez, là, réellement, là, pas une situation là, qui va bien du tout. On parle d'atrocités qui se produisent par le régime libyen qui est installé par l'OTAN. D'autres articles ici, allez voir, qui sont publiés aussi par Amnesty International, puis les Docteurs sans frontières, qui ont protesté, qui ont manifesté en fait contre les abus systématiques et puis la torture de prisonniers dans des centres de détention contrôlés par le Conseil traditionnel libyen. Alors, plus de progrès en Libye, comme vous pouvez voir. Des crimes de l'OTAN aussi qui commencent à ressortir. Ça a été publié par Global Research. On parle d'évidence, de plus en plus d'évidences qui ressortent très importantes, que l'OTAN a délibérément ciblé des civils dans des attaques. Alors ça aussi, là, c'est vraiment pas un dossier rose. Et puis d'ailleurs, l'OTAN qui va se faire poursuivre pour la première fois pour ces trucs-là aussi qui se sont produits en Libye. Alors on parle de crimes de guerre, des crimes de guerre qui ont été commis par l'OTAN, c'est pas plus compliqué que ça. On est entré là supposément pour des raisons humanitaires, pour protéger le peuple, et puis on a tout simplement tué pas loin de 30 à 50 000 de ces Libyens-là dans cette libération en carton. Donc des enquêtes qui ont été faites et puis qui montrent sans l'ombre d'un doute. On a interrogé des victimes de ces crimes de guerre et puis des témoins. Des officiels libyens à Tripoli, à Zawiya, à Zibrata, comme Zlitan, Misrata, ainsi de suite, qui montrent des évidences que l'OTAN a ciblé des sites civils et causé plusieurs, évidemment, blessures et puis mortalité. Donc, vous avez les OTAN, l'OTAN qui, à l'aide de ses bombes et missiles, ont ciblé des écoles, des bâtiments gouvernementaux. Vous avez même des entrepôts de nourriture et puis des maisons privées, alors des maisons, des domiciles de personnes. On parle ici aussi des évidences de meurtres systématiques, de torture, d'expulsion et puis d'abus de loyalistes de Kadhafi qui ont été supportés par les rebelles, en fait qui ont été faites par les rebelles supportés par l'OTAN. Donc c'est quand même pas rose la situation là-bas. Là, plusieurs articles très importants à aller voir, chers auditeurs. On parle de pas loin de 50 000 personnes qui auraient perdu la vie dans cette supposée libération de la Libye. Les États-Unis qui sont derrière des meurtres délibérés selon la Russie. Le meurtre délibéré de Kadhafi. La Russie qui a accusé les États-Unis puis l'OTAN de violation à grande échelle des droits humains durant les opérations militaires en Libye, incluant le meurtre délibéré de son leader Muammar Kadhafi, et puis en fait la tuerie de centaines de civils. En fait, on parle jusqu'à 50 000 là. Donc ensuite, pendant ce temps-là, les États-Unis continuent eux autres de s'aventurer dans le monde. Vous savez, les États-Unis, en fait, l'armée américaine qui va envoyer plus de bots, en fait, de soldats en Afrique. Et puis, on va continuer, en fait, à militariser l'Afrique. Et puis, la Libye n'était, comme je vous dis, qu'une porte d'entrée. Vous avez beaucoup de documentation d'officiels fédéraux qui montrent une planification massive d'augmentation d'achat de combustible et puis pour les opérations militaires en Afrique. Alors, on voit ça, c'est des données concrètes, là. On voit l'augmentation du nombre de gallons de jet de fuel qui est acheté. On parle de 29 millions de gallons US de jet fuel qui a été acheté, une augmentation fulgurante. L'année passée, en fait en 2007, on en avait acheté 11 millions de gallons. Alors, vous voyez, là, on a plus que doublé. Et puis, ainsi de suite. Alors, plusieurs chiffres, là, je ne donnerai pas tous les détails, mais l'article est là. On montre que, justement, là, on a, dans plusieurs cas, doublé, triplé, même quadruplé
le matériel, ensuite le combustible diesel, ainsi de suite, qui est acheminé, qui est acheté là par l'appareil militaire américain pour les opérations en Afrique. Donc, vous avez les rebelles libyens aussi qui vont recevoir 25 millions de dollars d'équipement militaire des États-Unis selon une proposition du Pentagone. Alors, on voit réellement là ce qui se passe là-bas. Donc, plusieurs articles comme ça à aller voir. Plusieurs articles à aller voir par rapport à ça. La situation se poursuit là-bas en Libye, c'est vraiment pas joyeux. Et puis, de façon identique, on se retrouve avec le cas de la Syrie. Je vais vous en parler, comme je vous disais, plus en détail la semaine prochaine. C'est un problème grave. Écoutez, en Syrie, je veux dire, on fait tout pour partir une guerre là-bas. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez toutes sortes de propagande qui est faite dans les médias, comme quoi que là, Assad tuerait sa propre population. Là, on a des douzaines de personnes qui sont mortes suite à des bombes qui ont explosé à travers la plus grande ville de la Syrie. Une bombe qui a été posée là par des rebelles. On a assisté à de la propagande du même type que Hill and Knowlton, avec cette histoire des bébés, des incubateurs, hein, les bébés qui étaient jetés supposément sur le sol froid. On s'en rappelle avec cette histoire de Saddam Hussein, avec ses supposées troupes qui étaient rentrées au Koweït. Alors, vous avez des histoires de bébés prématurés, 18 bébés prématurés qui seraient morts dans l'hôpital de Homs après qu'on aurait coupé l'électricité. En fait, on aurait perdu le courant suite à un 5e jour de bombardement des troupes de Assad. Alors, on essaye réellement de démoniser encore là le régime de Assad, alors que, en fait, les bébés peuvent et ont survécu sans incubateur dans le passé, ou sinon, personne de nous serait là réellement là. Alors, ça sonne encore comme une autre variation des fameux incubateurs volés, puis les bébés morts sur le plancher qui avaient été, et puis ça a été révélé par, officiellement, là, c'est l'histoire, là. Un faux reportage comme ça qui a été fait par une firme qui s'appelle Hill and Knowlton pour faire fâcher les gens aux États-Unis, pour faire en sorte qu'ils supportent l'invasion de l'Irak en 2003. Alors, on assiste aux même maudite affaire, hein. Vous avez les États-Unis qui ont fermé leur ambassade en Syrie. On presse Assad à quitter le pouvoir. Et puis, vous avez toutes sortes de préparations comme ça. Vous avez la Russie et la Chine qui ont opposé leur droit de veto contre cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Syrie. Alors, on a essayé d'imposer des sanctions encore plus importantes. La Russie a déclaré que les résolutions contre la Syrie n'avaient aucune chance de passer. Ensuite, la Russie comprend qu'évidemment la résistance supposée syrienne est en fait des agents provocateurs supportés par le Mossad et puis des agents de la CIA qui travaillent pour renverser le gouvernement syrien en provoquant une réponse qui pourrait être utilisée pour justifier un changement de régime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que grosso modo, puis je vais revenir plus en détail là-dessus dans les semaines qui vont venir, c'est que la même affaire comme en Libye, la même affaire, là, chers auditeurs, ok? La même affaire. La même affaire qui s'est passée en Libye, avec ces faux rebelles qui étaient en fait une rébellion qui était montée de toutes pièces par les services secrets des pouvoirs occidentaux israéliens sur le sol libyen pour renverser le régime de Kadhafi, est en train de se passer en Syrie. Vous allez trouver plusieurs articles, je vais vous en remettre quelques-uns cette semaine, et puis je vais en remettre plus dans les semaines qui vont en revenir, où on a une série d'articles avec des aveux, des admissions, même des officiels américains, israéliens, qu'on achemine des armes. On a même saisi des transactions d'armes comme ça en Syrie qui provenaient en provenance d'Israël. Et puis vous avez aussi des armes en provenance des États-Unis qui sont acheminées vers ces fameux rebelles syriens qui se disent des rebelles de la libération de la Syrie, qui sont en fait des mercenaires privés engagés, formés, entraînés, armés par les pouvoirs occidentaux, dont particulièrement ceux des États-Unis et ceux d'Israël. OK? Ça, c'est pas des théories de conspiration, là. Vous allez trouver les articles, c'est documenté, c'est tel quel. Après ça, on fait passer ça pour étant
si vous voulez, un mouvement citoyen, un mouvement populaire contre le gouvernement d'Assad, la même affaire qu'on a faite en Libye. Alors que ça n'a rien à voir, ce sont des mercenaires privés, des mercenaires terroristes armés par les services secrets israéliens et américains qui, eux, ouvrent le feu, posent des bombes, tirent sur la population, terrorisent des villages. Et puis là, ben, vous avez les troupes du gouvernement d'Assad qui arrivent et puis, évidemment, répliquent et puis, évidemment, essayent de combattre ces fameux mercenaires, ces faux freedom fighters. Puis après ça, dans les médias occidentaux, on vous présente ça comme si Assad bombardait sa propre population. Donc, grosso modo, là, rapidement, là, c'est ça qui se passe en Syrie. Je vais vous donner ça plus en détail dans les semaines qui vont suivre, mais c'est ça. Alors, vous avez la tension qui augmente, vous avez les ministres arabes qui vont se rencontrer sur cette situation, cette crise qui se développe en Syrie. On est en train de préparer la guerre là-bas, on a des plans actifs de guerre, le Pentagone qui planifie justement une invasion militaire ou une intervention militaire en Syrie, plus ou moins ouverte. Ça peut être une guerre tout simplement ouverte ou une déstabilisation derrière la scène, comme on est en train de faire depuis les dernières semaines. Donc, on est en train de reproduire une opération comme il s'est passé en Libye. Possiblement faite en secret aussi. Écoutez, vous avez des interventions militaires qui pourraient évidemment inquiéter les gens un peu dans cette région-là. Alors, vous avez les États-Unis qui sont en train, et puis Israël, à travers des back channels, de fomenter un coup d'État, tout simplement en Syrie. L'appareil militaire américain qui commence à regarder ses options pour la Syrie. Écoutez, on est en train de se préparer à ça, là, donc vous allez trouver plusieurs articles là, par rapport à ça, comme je vous dis. Guerre secrète de l'OTAN en Syrie, ça a été publié par Stephen Landman, qui lui parle d'un article de Michel Chossowski qui rapporte que les médias britanniques ont confirmé que des opérateurs, en fait, des agents autant anglais, donc de l'Angleterre, de la CIA puis du MI6 en Syrie, sont en train d'entraîner des forces anti-Assad, des insurgents qui sont supportés par les forces de l'Ouest. On leur donne des armes, des munitions, de l'équipement. Et puis, on a des rapports qui confirment sans équivoque qu'ils sont de façon illégale en train d'interférer avec les affaires d'une nation étrangère. Ceci n'a rien à voir avec un soulèvement populaire. En fait, l'insurrection et puis les tueries de civils sont en fait sponsorisées par les pouvoirs de l'Occident. Alors, on est en train de répliquer le modèle de la Libye. Donc, on est en train de se diriger vers une guerre en Libye. Et puis, c'est le prospectus là, auquel on fait face. On va en parler un peu plus de ça. Israël qui est en train de demander aux Cyprus de stationner des jets de combat. Alors, on est en train de positionner ses troupes. On est en train de positionner ses troupes, chers amis, et puis on est en train de se préparer pour une attaque parfaite du côté d'Israël. Alors, on a demandé, vous avez Ehud Barak qui a approuvé le nouveau Chief of Staff du Tzahal, le Major général Benny Gantz. On a appointé le Major général Amir Echel pour, en fait, préparer une job d'attaquer les installations nucléaires iraniennes et puis de préparer évidemment une sorte de scénario dont celui passé par la Syrie pour arriver en Iran. Vous avez une vidéo aussi d'Israël qui annonce avoir des contacts avec l'opposition syrienne. Alors contrairement à ce que dit Obama pour apaiser et conforter les sionistes, les États-Unis ne sont pas totalement d'accord avec Israël dans cette affaire. Et puis ça a été rapporté par différents généraux américains, et puis même Obama dans un certain sens. Alors, on sait que c'est une folie, là. C'est pas tous les généraux américains qui sont avec Israël dans cette histoire-là. Là. Donc, on va y revenir plus en détail. La semaine prochaine, je vais vous parler de ça, de comment que les États-Unis et puis Israël supportent les terroristes en Syrie. Comment qu'on a des armes israéliennes qui ont été saisies en Syrie. De comment que le Mossad et puis les escadrons de la mort de la CIA sont en train d'entraîner des gens et de préparer un bain de sang en Syrie.
On va parler de comment que les acheminements d'armement américains sont destinés pour l'Al-Qaïda en Syrie ont été saisis au Liban. Donc, vous voyez, c'est pas des petites histoires qu'on est en train de vous conter là. On est en train de considérer des plans pour de l'aide militaire aux rebelles syriens, même aux petites affaires qu'on a faites en Libye. Donc, un dossier absolument chaud qu'on va continuer de développer la semaine prochaine. Et puis, d'ailleurs, celui de l'Iran aussi. Alors, on est en train de donner la lumière verte pour une troisième guerre mondiale. Pas bien compliqué, là. On a un build-up militaire et puis des sanctions économiques contre l'Iran qui sont mises en place pour, en fait, pour tout simplement partir une guerre globale de la Méditerranée à la Chine avec des conséquences impossibles à prévoir, à prédire, a averti d'ailleurs Michel Chossowski, le directeur du Centre de recherche sur la globalisation. Et puis vous avez même les médias qui sont en train de se préparer d'urgence à couvrir la guerre avec l'Iran. Vous avez différentes stations de nouvelles dont Fox, CBS, NBC et Reuters qui ont loué le dessus de bâtiments, les toits pour se préparer à l'infrastructure pour en fait couvrir cette future guerre qui se prépare. On est en train de déployer des producteurs seniors en Israël pour couvrir la guerre avec l'Iran. On est en train de se préparer. Vous avez Obama qui a gelé les biens en fait financiers du gouvernement iranien et de sa banque centrale. Alors on voit qu'on attaque la banque centrale. Eh oui, l'Iran qui commençait à vendre son pétrole dans toutes les devises sauf celui du dollar américain. On n'aime pas ça. Alors c'est ça qui est le but. On attaque les banques centrales. C'est les banquiers internationaux qui sont en train de détruire les derniers bastions qui leur résistent dans le monde. La Libye, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, tous ces gens-là. Alors, on est en train de se préparer, et puis on va en parler de ça, de l'Iran la semaine prochaine. Vous allez voir que c'est grave ce qui se passe là aussi. En train de préparer le scénario d'une fausse attaque terroriste sur l'équipement militaire qui est en place. On a déplacé des porte-avions dans le golfe juste autour de l'Iran. Alors les effectifs militaires physiques sont là, sur place. Ok, c'est pas juste des oui-dire. En train de déplacer des porte-avions complets. Donc voilà un prospect très inquiétant qui se profile à l'horizon. Donc l'émission achève et puis on va terminer avec le dossier de l'économie. Alors écoutez, là il y en aurait beaucoup à dire. On n'aura évidemment pas le temps de couvrir tout ça. Mais ça brasse et puis les événements les plus chauds, c'est évidemment en Grèce. Avant d'y arriver, je vais vous shooter une couple d'informations. L'inflation en 2012, vous allez voir les biens immobiliers perdre de la valeur alors que vous allez voir les prix de l'essence et puis de tout la nourriture dans les supermarchés augmenter, continuer à augmenter. On parle ici au Québec en tout cas possiblement là des prix à la pompe là, qui risquent d'augmenter jusqu'à 1,40 passé là, le litre dans quelques semaines. Vous avez Harper qui est en train de considérer de monter l'âge de la retraite à 67 ans. Alors on veut vous exploiter jusqu'à temps que vous êtes en train de mourir. Alors réellement là, c'est pas plus compliqué là. Je veux dire, on ne veut pas payer de fonds de pension aux gens. 20 signes que l'Europe est en train de tomber dans une dépression économique à grande échelle. Alors, un article à aller voir. Vous avez le Baltic Dry Index qui signale qu'on est en train d'assister à un autre effondrement des marchés. Alors, ça, évidemment que c'est un indice très important parce que c'est celui qui note la fréquence du global shipping, alors de tout ce qui est les cargos, l'acheminement de cargaison sur les océans à travers le monde. Alors c'est vraiment là une des statistiques qui montre le plus clairement, là, évidemment, les échanges commerciaux qui sont dans le monde et qui sont en la baisse. Vous avez les propriétaires de maisons, les taux de propriétaires de maisons qui ont tombé à 66%. Alors, ils étaient à 69% en 2004, tombés à 66%. Alors, de moins en moins de propriétaires de maisons, les gens font faillite.
Les prix des maisons aux États-Unis continuent de chuter. American Airlines, qui veut éliminer plus de 13 000 emplois, met fin à ses plans de pension. Alors, vous voyez, HSBC qui lave, en fait, on parle ici de blanchiment d'argent de milliards de dollars. Alors là, vous avez un ancien employé d'une des plus larges banques internationales du monde qui a fourni plus de 1000 pages de documents qui montrent des fraudes très très importantes à la HSBC. Alors, vous voyez ces banques qui sont ni plus ni moins des centres écoutez, là, c'est les plus grands criminels financiers là, que la Terre a jamais porté, c'est pas plus compliqué que ça. La mafia qui est maintenant la banque numéro 1 de l'Italie. Ça, c'est rapporté par Reuters. Alors, le crime organisé qui a refermé sa ferme poigne sur l'économie italienne durant la crise économique, faisant en sorte que la mafia est devenue la plus grande banque, en parenthèse, là, qui en fait contrôle des milliers de petites firmes, selon un rapport qui a été publié récemment. On parle dans notre article ici de faire attention aux psychopathes corporatifs qui occupent encore des positions très importantes du pouvoir. Ça a été publié par The Independent en Angleterre. Alors on dit que les 5 psychopathes corporatifs qui ont probablement causé la crise actuelle qu'on connaît par leur avarice et puis leur gourmandise sans limite. En fait, ce sont des junkies, c'est comme des drogue addicts. Sont maintenant écoutez, sont en train maintenant de conseiller au gouvernement comment se sortir de cette crise. Hein? Donc, ça va être assez difficile. Là. Et puis, écoutez, si la théorie de ces psychopathes est vraie, de ces psychopathes corporatifs sur la crise financière globale, eh bien, on est très loin de cette fin, de cette crise. On est très loin d'être sorti du bois. En fait, ce n'est seulement que la fin du commencement. Donc, ça, c'est un article intéressant parce que c'est des insiders qui parlent là-dedans. On parle ici de cette genre de psychopathie qui règne dans les milieux financiers. On dit que les psychopathes religieux et politiques ruinent les économies puis ruinent les sociétés. Et ici, on parle d'un investisseur, un banquier investisseur anglais, britannique, qui discutait avec la personne qui a écrit cet article-là dans Independent, qui parlait justement des banquiers, des types de banquiers qui ont connu le plus de succès. Cet insider-là, ce banquier, a révélé que ces gens-là se conforment très souvent. Ces gens-là, je parle des gens qui sont au top d'institutions financières, genre à Wall Street, de banques très importantes, ont souvent des caractéristiques qui se conforment aux psychopathes sociaux. Et puis cet insider-là était tout à fait d'accord avec ça. En fait, il a même fait une confession assez surprenante. Il a dit qu'à une banque d'investissement majeure pour laquelle il avait travaillé, ils avaient utilisé des indices psychométriques, pour en fait tester et recruter des psychopathes sociaux parce que leur caractéristique est exactement ce qui était pour faire l'affaire pour remplir des rôles financiers des rôles financiers seniors là, dans des corporations. C'était pas plus compliqué, c'est que cette banque d'investissement qui est une des plus larges au monde était ouvertement, consciemment, volontairement à la recherche de psychopathes comme nouvelle recrue. C'est assez incroyable. Donc, ça vous donne un peu un indice. Vous avez les S&P Poor qui ont baissé la cote de 34 banques italiennes. Vous avez CBO, en fait, c'est rapporté par CNS News, qui disent que les taxes vont augmenter de plus de 30% sur les 2 prochaines années aux États-Unis. Le gouvernement roumain, en fait, qui s'est effondré après la mise en place des mesures d'austérité outrageuses. Et puis, plusieurs places comme ça, où les gens se sont révoltés. C'est partout en Europe. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui se sont ralliées pour protester contre les mesures d'austérité au Portugal.
Et puis là, ben écoutez, là c'est rendu en Grèce encore, c'est en train de faire feu et sang. Là, la Grèce qui a imposé un nouveau plan d'austérité qui va relâcher en fait 130 milliards de dollars, 130 milliards d'euros qui équivaut à 173 milliards de dollars américains, plan de sauvetage. Et puis là, ben là, c'est en train de faire péter la coche littéralement des Grecs. Là, on parle de couper 15 000 positions dans le gouvernement américain, et ainsi de suite. Écoutez, on est en train de saigner à blanc la Grèce comme on va faire un peu partout. Et écoutez, la Grèce est en train d'exploser. Vous allez voir ça dans les nouvelles cette semaine. Si vous suivez moindrement l'actualité, puis que les médias vous rapportent ce qui se passe, là. On est en train de brûler des bâtiments gouvernementaux. Vous avez des rapports qui montrent qu'entre 5 et 20 bâtiments gouvernementaux ont été brûlés par les manifestants. C'est la guerre entre le peuple et le gouvernement là, en Grèce. Les banquiers internationaux, la banque, le Fonds monétaire international sont en train de tuer carrément la Grèce. Et puis là, le peuple grec est en train de dire ça suffit. Et puis ce gouvernement-là est en train de tomber. Et après que ça va être fait, ben il n'y aura aucune façon de garder ces trillions de dollars-là en crédit, ce qu'on appelle des credit default swaps, qui ont été vendus par Wall Street, de commencer un mouvement de domino qui va détruire l'économie américaine et le gouvernement fédéral avec. Donc la Grèce, qui a été la place de naissance de la démocratie, pourrait bien être une pause, peut-être ce qui va avoir arrêté ce rush vers la Troisième Guerre mondiale. Les Grecs ont un courage que seul, un courage que les Nord-Américains seuls ne pourraient rêver. Comme les Islandais sont en train de montrer la voie vers le futur. Il faut arrêter ces terroristes financiers. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter ces terroristes financiers. Donc vous allez retrouver plusieurs vidéos qui viennent de la Grèce, de tout ça, des rapports d'heure en heure, des grèves générales là-bas, toutes sortes de trucs comme ça, très mouvementés en fait. Et puis la Grèce qui a été forcée d'acheter des armes en échange de ce fameux plan de sauvetage à la France et puis à l'Allemagne. C'est incroyable. Donc vous voyez que c'est vraiment là de la grosse foutaise. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine. C'est tout pour nous. Là, on va revenir en détail là-dessus sur les nouvelles de l'actualité, de l'économie, beaucoup du Moyen-Orient la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un retour pour l'autre monde. Bien content de vous avoir ici à l'écoute, de vous avoir parmi nous. Tout le temps bien content. Je vous remercie d'être à l'écoute et puis de propager cette émission. Donc, n'hésitez pas à la propager l'émission. Ne manquez pas aussi de passer sur la chaîne YouTube de l'autre monde. Encore plus facile à propager un peu partout où vous passez sur l'Internet, laissez des vidéos, des liens. On dépend de vous, chers auditeurs, pour être reconnus, pour faire passer l'information. Donc, sur ce, je vous salue bien bas. C'était François Marginet pour l'autre monde. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye.